il dit d'elle qu'elle est l'une des femmes les plus remarquables du Xe siècle. Vous voyez à quel point nous allons plonger dans l'histoire, puisque toute cette affaire-là se passe effectivement au Xe siècle. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les Bulles de Flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Ça fait un moment que je n'ai pas invité de guerrière suisse à nous rejoindre dans ces bulles et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Adélaïde d'Orbe. Adélaïde d'Orbe, elle est totalement inconnue et je pense que vous comme moi, nous n'en avions jamais entendu parler. Et pourtant, le dictionnaire historique de la Suisse ne tarit pas d'éloges sur Adélaïde. Il dit d'elle qu'elle est l'une des femmes les plus remarquables du Xe siècle. Vous voyez à quel point nous allons plonger dans l'histoire puisque toute cette affaire-là se passe effectivement au Xe siècle. Et si je peux vous parler d'Adélaïde, c'est grâce aux recherches qui ont été faites par une historienne de l'art qui s'appelle Anne-Gaëlle Villet et un historien du Moyen-Âge qui s'appelle Alain Corbellary. Et toute la trajectoire d'Adélaïde d'Orbe a été racontée dans un article de Allez savoir, le magazine de l'Université de Lausanne, signé par le journaliste Jocelyn Rochat. Adélaïde, elle naît en 931, probablement à Orbe. Le probablement, il est important parce que dès le début, elle est du Xe siècle, donc on flotte dans des marges de certitude historique. Il y a toujours des choses qui sont un peu imprécises, mais globalement, on est arrivé à retracer à peu près son parcours. Elle est la fille de la reine Berthe et du roi Rodolphe II de Bourgogne. Ça, on le sait. C'est une enfant qui est née au cœur d'un monde totalement instable, puisque le Xe siècle, c'est le siècle qu'on appelle le siècle de fer. Tellement la vie était difficile et elle était très violente. C'est une période où l'Europe est traversée par beaucoup de conflits, des conflits dynastiques d'abord, donc des luttes entre plusieurs familles pour avoir les couronnes royales par exemple en Bourgogne, en Italie ou ce qu'on appelait encore la Germanie. Au niveau des outils qu'on avait à disposition, on était loin de la négociation et puis des cours de management, mais on était plutôt dans les enlèvements, les prises d'otages, les emprisonnements et les assassinats ciblés si vous voulez, vous donner une idée un peu de l'ambiance générale. Donc ça, c'est le monde dans lequel Adélaïde arrive sur la terre. Quand la petite fille a 6 ans, son père, je vous rappelle son nom, c'est le roi Rodolphe II de Bourgogne, va mourir. À 6 ans, son père va mourir. Son père, je vous rappelle, s'appelle Rodolphe II de Bourgogne. Il meurt, et qu'est-ce qui se passe quand l'homme de la famille meurt et que cet homme est un roi? Eh bien, le pouvoir va se refermer sur la famille. Son frère, Conrad, il va être pris en otage par le roi de Germanie, qui s'appelle alors Othon Ier. Et puis sa mère, elle va être récupérée, et j'ai pas choisi le terme au hasard, par le roi d'Italie qui s'appelle Hugues d'Arles. Cet Hugues d'Arles, il a un fils et il pense qu'il pourrait faire d'une pierre deux coups. Donc non seulement il va épouser Berthe, la mère d'Adélaïde, mais il va promettre Adélaïde à son propre fils au moment où elle aura un peu grandi, parce que je vous rappelle à ce moment-là qu'elle n'a que 6 ans. On peut presque dire d'elle qu'elle n'est déjà plus une enfant, puisque elle est devenue une forme d'enjeu territorial. Grâce à elle, son père adoptif, son futur mari, vont pouvoir élargir leur territoire. Et c'est donc à 16 ans qu'Adélaïde va être mariée de force, ou mariée sans forcément de consentement, à Lothaire, le fils de Hugues d'Arles. Et on rapporte de cette époque que, même s'il n'y a pas totalement les preuves et qu'il est compliqué de pouvoir exactement reconstituer ce qui s'est réellement passé, il semblerait qu'elle aurait été violée par son beau-père le jour même de ses noces. Je vous rappelle que son beau-père, Hugues d'Arles, c'est donc le nouveau mari de sa mère. L'anecdote, elle est plausible, au vu de la réputation d'Hugues d'Arles, qui était franchement pas très recommandable. C'est un détail qui compte, cette affaire de viol présumé, parce que ça rappelle aussi que dans l'histoire du pouvoir, le corps des femmes, il a toujours été un lieu de domination, avant d'être un sujet politique, avant de devenir un espace d'autonomisation. Avec Lothaire, pourtant, Adélaïde, il semblerait qu'elle a connu quelques années un peu plus calmes. Elle va avoir une fille avec Lothaire qui s'appelle Emma, qui deviendra reine de France. Mais vous le savez, le pouvoir, ça aime pas vraiment la stabilité, surtout au Xe siècle. Donc les choses vont bouger, et vont bouger très rapidement, à cause d'un nouvel homme, un homme qui s'appelle Béranger II d'Ivray. Alors c'est qui ce Béranger ?
c'est un guerrier. C'est un guerrier qui va pousser Hugues d'Arles, le fameux roi d'Italie, le fameux dont on a déjà parlé. Il va le pousser, Hugues, à se retirer. Et puis Lothaire monte sur le trône, mais ce sera seulement pour 3 ans, puisqu'il mourra très rapidement, après 3 ans de règne, très probablement d'empoisonnement. Adélaïde, à ce moment-là, elle a 19 ans. Elle est veuve, et puis elle est surtout assez légitime, parce qu'elle a quand même vécu des sacrés trucs dans sa vie. Donc Béranger, le fameux de tout à l'heure, il va la faire arrêter, il va la faire enfermer, il va la dépouiller de tous ses biens. Et les sources médiévales sont pas tout à fait tendres. Si on a envie d'avoir des détails sur ce qui s'est passé, ça donne un truc un peu brutal et assez glaçant, du style qu'on va lui arracher les cheveux, on va la frapper, on va la jeter dans un cachot, et puis elle va avoir une seule servante pour compagnie. C'est pas une vraie mise à l'écart, mais c'est une vraie tentative d'anéantissement. On veut anéantir Adélaïde, et on s'y prend de la manière la plus brutale qui soit. Et pourtant, c'est aussi ici que l'histoire va basculer, parce que Adélaïde, elle s'évade. Vous imaginez ? Elle s'évade de sa prison. Alors, il y a plein de récits qui racontent comment elle s'y est prise. On dit qu'elle a creusé un tunnel en secret, qu'elle a fait une fuite nocturne, ou alors qu'elle a passé des jours cachée dans les champs, dans une forêt, dans des marécages, au milieu des roseaux, enfin bref, une vraie aventurière. Mais c'est aussi là qu'elle va activer des alliés. Et elle va recontacter son frère Conrad, dont on a parlé il y a un petit moment. Peut-être aussi d'autres personnes. Donc, elle va pas du tout disparaître, Adélaïde. Elle va juste fomenter la manière de pouvoir revenir dans une vie visible, puis dans une vie où elle pourrait retrouver une forme de pouvoir. Et c'est à peu près à cette époque-là que Othon Ier, dont nous avions parlé il y a un petit coup, vous vous souvenez que son frère Conrad, il a été pris en otage par le roi de Germanie qui s'appelle Othon Ier. Alors Othon Ier, à ce moment-là, il va ressurgir dans l'histoire. Il franchit les Alpes. Il a battu les Magyars à Lechfeld, et puis ça lui a donné un très grand prestige. Et donc il franchit les Alpes et il arrive dans la région où se situe Adélaïde. Et puis comme il a bien connu Conrad, son frère, bien sûr, il va rencontrer la jeune femme. Et puis elle n'a plus qu'une chose à faire, c'est se faire aimer de Othon Ier, parce que ça la mettrait à l'abri, ça la mettrait en sécurité. En tout cas, c'est ce qu'elle croit à ce moment-là. Pour autant, c'est intéressant aussi d'éventuellement épouser Adélaïde parce que c'est une vraie alliée stratégique, parce qu'elle est reine d'Italie. Elle a quand même épousé un homme qui était roi d'Italie, et donc il y a une continuité dynastique qui est très intéressante pour lui. C'est très compliqué cette histoire en fait, mais c'est qu'une histoire de coucherie pour avoir des territoires, si on résume autrement. Et donc, Othon Ier et Adélaïde, ils vont se marier en 962 et ils vont être sacrés empereur et impératrice. Donc imaginez notre Adélaïde qui est née dans des zones un peu compliquées, avec beaucoup de violence, peu de sécurité, après avoir passé par la prison, avoir passé par une vraie destitution, elle se retrouve impératrice. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle l'est vraiment, elle n'est pas seulement femme d'empereur, elle est vraiment couronnée. Elle est couronnée pour qu'elle puisse elle-même devenir impératrice au sens premier du terme. Et ça, c'est étonnant parce que ça semble aller de soi à l'époque. Mais ça raconte aussi comment, à cette époque-là, durant le Moyen-Âge, les femmes avaient aussi parfois des prérogatives qui ont un peu disparu dans les siècles qui ont suivi. À partir de là, ce sont les chartes qui vont nous raconter l'histoire et qui vont nous parler d'Adélaïde et de plus en plus souvent. Donc elle apparaît dans les chartes parce qu'elle gouverne. Et comme elle gouverne, elle signe des documents, elle prend des décisions, elle est vraiment quelqu'un qui partage le pouvoir avec son époux pour de vrai, et pas seulement pour faire semblant. Elle va même être régente de l'Empire pour son fils, et puis ensuite pour son petit-fils. Son petit-fils, c'est Othon III. Et à chaque moment de crise, c'est elle qui revient et qui reprend l'équilibre. Bon, Adélaïde, elle n'est pas non plus une femme idéale, parce que ça reste un être humain. Et les chroniques disent qu'elle est quand même assez pieuse, qu'elle est très sévère et puis un peu encombrante parfois parce qu'elle ne veut pas lâcher. Ce qu'on peut peut-être comprendre si on entend un peu son parcours de vie. Et à la fin de sa vie, elle va se retirer pour laisser la place à ses successeurs. Elle va d'abord se retirer en Bourgogne et puis elle va voyager en Suisse romande. On la repère à Saint-Maurice, à Genève, à Lausanne, à Orbe et à Payerne. Elle meurt en fait en 999, juste avant l'arrivée de l'an 1000. Et puis là, il se passe quoi ? Après avoir eu une trajectoire de vie aussi extraordinaire et aussi flamboyante, elle disparaît. Elle disparaît de l'histoire et elle se fond dans les coulisses, dans les oubliettes. Dieu sait où, en tout cas, plus personne n'en parle. Plus personne. Et au XIXe siècle,
Quand tout à coup les Vaudois se mettent à aller chercher quelques figures identitaires et puis peut-être quelques figures identitaires féminines, on la repêche, on la repêche de ces oubliettes de l'histoire, mais on la juge un peu trop allemande, ou bien alors trop impériale, ou alors trop sainte, ou alors trop ceci, pas assez cela, etc. Puis on aime mieux sa mère, la reine Berthe. Elle, on la connaît, on en a déjà entendu parler de la reine Berthe, cette fameuse reine aux grands pieds, vous savez. Donc Adélaïde, non, elle marque pas l'espace, et donc on continue de l'oublier encore un peu. Sauf qu'Adélaïde, elle incarne une vraie vérité très dérangeante. C'est de dire que les femmes, elles ont bien gouverné l'Europe à certains moments, qu'elles ont bien pensé le pouvoir et réfléchi à comment faire pour prendre le pouvoir et le conserver. Elles ont aussi maintenu des empires au prix de plein de batailles, mais aussi plein de négociations. Et puis ensuite, on les a effacées pour les oublier et puis faire croire que tout ce monde-là n'avait été construit que par les garçons. Donc la raconter aujourd'hui, ça a vraiment beaucoup de sens parce que ça l'a fait émerger. Et puis si on cherchait une vraie guerrière suisse, pardonnez-moi, mais là, peut-être qu'on l'a vraiment trouvée, non ? Alors célébrons Adélaïde et soyons fiers de savoir que nous avons des héroïnes comme ça en Suisse aussi, même si pendant très longtemps, on a essayé de nous les faire oublier. Vous le savez, on ne naît pas libre, mais on le devient, à coups de mots, à coups d'actes et à coups d'audace. Et peut-être qu'Adélaïde est très exactement l'expression concrète de cette phrase. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine bulle.